d'un livre qui ne dit pas le contraire de ce que vient de dire Rémi Prudhomme. Nous sommes de vieux complices, donc on a réfléchi ensemble, on est arrivé aux mêmes conclusions. À vous de juger si elles sont fausses ou exactes. Je vais rebondir exactement sur la fin de l'exposé de Rémi Prudhomme et parler de la COP 21 qui se déroule donc dans 4 semaines et expliquer pourquoi elle va être un échec retentissant, un échec qu'on va essayer de masquer. Pourquoi est-ce que c'est la COP 21? Pourquoi 21? C'est qu'il y a quand même eu 20 réunions internationales avant qui ont toutes été des échecs. Mais cette fois-ci, on a tellement annoncé qu'il se passerait quelque chose et qu'il y aurait des décisions positives qu'il va devenir très difficile de masquer l'échec. Pourquoi va-t-il y avoir échec? Eh bien, parce que cette COP 21 va être d'une manière ou d'une autre une confrontation entre les pays riches et les pays pauvres. Et ce que vient de dire Rémi Prudhomme est tout à fait exact. Les pays pauvres ne vont pas obéir aux pays riches. Autrement dit, les pays riches ont fixé comme objectif que la planète divise par 2 ses émissions de gaz à effet de serre, en tout cas de CO2. Or, il faut savoir que déjà aujourd'hui, plus de la moitié de ces émissions sont le fait des pays pauvres. Autrement dit, même si les pays riches n'émettaient plus rien du tout, on ne serait déjà pas à l'objectif. Mais les pays pauvres n'ont pas du tout l'intention de rester là où ils sont. Et comme l'a expliqué Rémi Prudhomme, ils veulent construire des centrales à charbon, ils veulent acheter des voitures, et on rejoint le sondage de l'IFOP qui est très intéressant. Parce qu'on voit, quand on pose la question aux Français de cette manière-là, est-ce que vous pensez qu'on va réussir à empêcher les pays pauvres de construire des centrales à charbon? Il y a les 3/4 des Français qui disent non. Et quand on leur demande, est-ce que vous pensez que les Chinois et les Indiens et les autres vont avoir des voitures? Il y a toujours les 3/4 des Français qui disent oui. Donc évidemment, si on construit des centrales à charbon et qu'on a des voitures, comment voulez-vous réduire les émissions? Donc nous sommes exactement sur la même longueur d'onde. Je développe ceci d'une manière qui est, je crois, n'a pas été évoquée jusqu'à présent. Et pourquoi ai-je appelé ce livre « J'accuse », ce qui est quand même un titre extrêmement fort. Climat, j'accuse. Hein. Bon, parce qu'il s'agit de climat et pas d'autre chose. Tout le monde connaît la référence. Parce que les rapports de l'Organisation mondiale de la santé permettent de chiffrer ce qui se passe aujourd'hui et le fait, notamment, qu'une grande partie de l'humanité n'a pas l'électricité. C'est tout à fait curieux. On se dit, non, pas l'électricité, bah, après tout, on n'a pas eu, nous non plus, l'électricité pendant longtemps. Ce qui était vrai, d'ailleurs, on mourait beaucoup plus tôt. Quel est le rapport entre le fait d'avoir l'électricité et le nombre de morts? Et ce rapport, il est fourni par un document de l'OMS, que tout le monde, l'Organisation mondiale de la santé, que tout le monde peut consulter. Il y a plus de 4 millions de personnes, chaque année, qui meurent parce que la cuisine est faite sur des foyers domestiques dans la pièce principale de l'habitation. C'est le cas en Inde, c'est le cas en Afrique, c'est le cas en Asie du Sud-Est. Et la densité de polluants qui est émise par ces foyers qui sont alimentés par du petit bois, par des déchets végétaux ou par des excréments d'animaux, la bouse de vache ou de yak, ça équivaut à fumer 400 cigarettes en même temps. Autrement dit, la densité de polluants est quelque chose d'absolument extravagant. Et le chiffrage, c'est que ça fait 4 300 000 morts par an, chaque année sur la planète. Donc, évidemment, et dont il y a 300 ou 400 millions, comme l'a rappelé Rémi Prudhomme, d'Indiens, qui n'ont pas du tout l'électricité. Puis il y en a 500 millions qui en ont très peu. Hein. Je donne dans mon livre les chiffres, quelques heures par jour, et encore pas tous les jours. Eh bien, la conséquence directe, c'est ces millions de morts. Et donc, on peut accuser les pays riches, si leurs demandes sont suivies, de tuer des millions de personnes. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est un simple constat de l'Organisation mondiale de la santé. Et on en a une preuve tout à fait marquante quand on compare l'Inde et la Chine. À peu près la même population, et il y a 25 ans, le même niveau de développement. Autrement dit,
il y avait aussi en Chine ce genre de foyer domestique, et donc évidemment une mortalité élevée. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis 25 ans, on s'aperçoit qu'il y a toujours le problème extrêmement grave en Inde, il a pratiquement disparu en Chine. L'espérance de vie en Chine a pratiquement rattrapé l'espérance de vie des pays développés. Et ça va même extrêmement loin, parce que quand on regarde les choses de manière plus précise, et là je rejoins Rémi Prudhomme, il suffit d'aller sur Internet, par exemple, vous tapez « espérance de vie Shanghai » ou « espérance de vie Pékin », vous avez le résultat. Enfin, on vit une époque absolument formidable. Imaginez-vous qu'il y a 30 ou 40 ans, il fallait faire des études, et encore on n'avait pas les chiffres. L'espérance de vie à Pékin. Alors, pourquoi est-ce que je parle de Pékin ou de Shanghai? C'est parce que tout le monde nous dit que c'est horriblement pollué. Et on nous dit que c'est pollué par les centrales à charbon. Alors qu'il y a de la pollution, c'est sûr. Et beaucoup de pollution. Il n'empêche, l'espérance de vie à Pékin est de 80 ans. C'est-à-dire la même qu'en Bretagne. Bon. Donc, il n'y a quand même pas une énorme pollution en Bretagne. Donc, si on arrive à ce que l'espérance de vie à Pékin soit la même qu'en Bretagne, c'est que la pollution de l'air à Pékin, qui existe, qui est très gênante, n'a pas des effets aussi catastrophique que la pollution que j'évoquais tout à l'heure, qui est infiniment pire et qui se passe sans que personne soit au courant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Pékin et il n'y a personne qui rentre jamais dans la hutte d'un Africain qui fait sa cuisine. Bon, bien entendu. Donc on ne le sait pas. Mais quand on compare l'Inde et la Chine, c'est absolument frappant. Donc, et pourquoi est-ce que l'Inde est sortie de cet état de pauvreté, la Chine est sortie de cet état de pauvreté en 25 ans? Eh bien, c'est parce qu'ils ont construit des centrales électriques à charbon au rythme d'une ou deux par semaine depuis 25 ans. Donc, ils ont construit plus d'1 millier de centrales électriques et ils continuent, et ils vont continuer parce qu'ils en sont à peu près à la moitié de la consommation d'électricité que nous connaissons. Ils sont à peu près à la moitié, mais ils n'ont pas l'intention de s'arrêter à la moitié. Il y a encore des parties de l'Inde où il y en a quand même beaucoup moins. Et donc, ils vont continuer. Et donc, bien entendu, leurs émissions de CO2 vont continuer à augmenter, contrairement à tout ce que vous pouvez lire. Quand vous voyez que le Premier ministre indien a rencontré le président Obama ou le président Hollande, il y a de très belles déclarations. Ça y est, on va réduire nos émissions. Puis alors, quand vous regardez de près, on savait que ces émissions allaient plafonner. Parce que, comme nous, il y a un moment où on n'a plus besoin de plus d'électricité, on n'a plus besoin de plus de pétrole. Ça plafonne, puis ça va diminuer un petit peu. Très bien. Mais l'Inde, la Chine, les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, c'était que ça plafonnerait un peu après 2030. Il y a encore 15 ans pendant lesquels ils vont construire des centrales et acheter des voitures et voyager en avion. Bon, bien sûr. Mais ça plafonnera un peu après 2030. Qu'a accepté de déclarer le Premier ministre ou le président chinois, c'est que ils allaient faire un gros effort, ça plafonnerait un peu avant 2030. C'est absolument le seul engagement qui a été pris par la Chine. C'est-à-dire que, bien entendu, ils ne vont rien changer. Puis ce sera un peu avant ou un peu après, ou en 2030 juste, personne n'en sait rien, mais ils ne vont rien changer. Donc, si la Chine a connu une progression extraordinaire, la pauvreté a pratiquement disparu en Chine, pauvreté au sens international de la Banque mondiale, c'est parce qu'ils ont construit ces centrales à charbon au rythme d'une ou deux par semaine. Et évidemment, elles émettent du gaz, du CO2, il n'y a pas de doute. Mais d'un autre côté, c'est des millions de vies qui sont sauvées. Deuxième raison de l'expansion chinoise, moins connue peut-être, c'est les autoroutes. Les Chinois ont actuellement un réseau autoroutier plus important que celui des États-Unis. Ils sont partis de rien il y a 20 ans. Vous imaginez, autrement dit, tous les ans, ils construisent à peu près autant d'autoroutes que ce qu'on a en France. Et nous, on a mis 30 ou 40 ans pour construire notre réseau autoroutier. Pékin est en train de boucler sa 7e rocade autoroutière. Bon, nous, on n'a toujours pas bouclé la 3e, en Île-de-France. Donc, ils ont misé à fond sur la route, c'est-à-dire le camion et la voiture. Mais d'abord le camion. Jamais il n'y aurait pu avoir l'expansion de la Chine s'il n'y avait pas eu le camion et les autoroutes. Et ça va très loin.
c'est un des exemples que je cite dans ce livre, le port de Shanghai, premier port du monde. Il y avait un problème, parce qu'il y avait une question de tirant d'eau, là où est le port historique de Shanghai. Donc il fallait construire un port en eau profonde. Seule solution, il y avait des îlots à 30 km du rivage. Pas de problème, on construit le nouveau port de Shanghai à 30 km du rivage, on rase des îlots, ça, pas de problème. Et on construit un pont de 30 km pour desservir le premier port à conteneurs du monde. Qu'est-ce qu'on met sur ce pont? Une autoroute, pas de voie ferrée. Le premier port du monde n'est pas desservi par la voie ferrée. C'est pour vous donner une idée de la politique suivie et du rôle du camion et de l'autoroute dans le développement chinois. Rôle capital, parce que maintenant, la richesse de la Chine s'étend aux provinces de l'Ouest, qui étaient autrefois isolées. Mais quand vous prenez une carte du réseau autoroutier chinois, vous voyez qu'il quadrille maintenant toute la Chine, ce qui fait que l'expansion économique est en train de se développer également dans les provinces de l'Ouest, alors que pendant 10 ou 15 ans, elle était limitée aux régions côtières de l'Est. Alors voilà la raison pour laquelle je crois qu'on peut accuser les pays riches de faire preuve d'un égoïsme total, de ne pas être posé la question des conséquences des mesures qu'ils ont prises. Et effectivement, je confirme ce qu'a dit Rémi Prud'homme, le gouvernement français, mais ce n'est pas le seul responsable, a décidé de ne plus financer, de ne plus aider à la construction de centrales à charbon pour limiter les constructions de centrales à charbon dans les pays en voie de développement, qui est la seule manière réaliste de leur procurer l'électricité. Parce qu'on a vu ce qu'il en est des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, ça marche contre du soleil, pour l'énergie solaire. Quand il y a du vent pour les énergies éoliennes, et on ne sait pas stocker l'électricité. Alors ça, c'est quelque chose qui est frappant également. Ça rejoint une des questions du sondage. Il y a les 3/4 des Français qui disent « Mais oui, on va savoir stocker l'électricité ». Ça fait 2 siècles, plus de 2 siècles que Volta a inventé la première pile. C'est pour ça qu'on parle de Volt, c'était Volta, italien. On continue à chercher et on n'a toujours pas trouvé, et on ne trouvera pas dans un avenir prévisible un moyen de stocker l'énergie analogue aux hydrocarbures. Dans 1 kg de batterie standard, vous stockez 400 fois moins d'énergie que dans 1 kg de pétrole. 400 fois moins. Alors, on vous dit qu'il y a des voitures électriques. On va pas me lancer sur un autre sujet, celui des voitures électriques. Sachez que la voiture qui se vend, très chère d'ailleurs, qui s'appelle la Tesla, une voiture de luxe que les milliardaires américains aiment beaucoup acheter, elle peut faire 400 km, ce qui est pas mal. C'est pas suffisant pour aller sur la Côte d'Azur, mais enfin, c'est quand même pas mal. La batterie de la Tesla, qui est ultra moderne, pèse 800 kg. Donc, quand vous vous déplacez, en réalité, vous déplacez essentiellement la batterie. Et après, il faut recharger pour repouvoir. Ça prend, même si ça prend une demi-heure, c'est pas très commode, et ça prend probablement plus d'une demi-heure pour refaire 400. Donc, ça n'a pas d'avenir, puisqu'on ne sait pas stocker l'électricité. Et on ne voit pas pourquoi. Alors, tous les 3 mois ou tous les mois, vous allez voir dans la presse qu'on a trouvé. Bon, mais simplement, ça, vous pouvez faire le recensement de toutes les déclarations de chercheurs, alors quelquefois ils sont en Californie, quelquefois ils sont en Allemagne, quelquefois ils sont ailleurs, qui vous disent qu'ils ont trouvé. Et puis on n'en a plus jamais parlé parce qu'ils n'ont pas trouvé, parce qu'on ne sait pas. Et il n'y a aucun espoir réaliste qu'on puisse trouver rapidement. Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais je ne pense pas qu'on soit là pour le voir. Donc, on condamne les pays pauvres à rester dans la plus grande misère en leur interdisant de construire des centrales à charbon. Est-ce que c'est justifié? Alors, si c'était de sort de la planète, enfin, ça fait quand même 4 millions de morts par an, c'est la première cause de mortalité humaine. Ces foyers que j'appelle les barbecues de la mort, que vous trouvez en Inde, en Chine, il y a 3 milliards d'habitants qui font la cuisine comme ça, sur la planète, prennent un habitant sur 2. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Après tout, on pourrait dire qu'il y a 4 millions de morts, mais on va sauver la planète. C'est un peu ce que nous disent les rapports du GIEC, les rapports officiels. Eh bien,
la réponse, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à ces rapports. Et là, c'est quelque chose qui est très clairement mis en évidence quand on les regarde. Mais qu'est-ce qu'ils regardent des rapports du GIEC, 1500 pages, écrits en anglais, à peu près incompréhensible. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont les regarder. Mais ce qui est tout à fait frappant, et là on a un exemple extrêmement simple. Le GIEC a dit, il y a 3 ans, et il continue à dire, que 80% de l'énergie nécessaire à l'humanité pourrait être fournie en 2050 par les énergies renouvelables. On a un rapport officiel annuel de l'Agence internationale de l'énergie qui dit qu'au mieux, les énergies renouvelables pourront procurer 5% de l'énergie de la planète en 2050. Donc, on a 2 documents officiels. L'un dit 80%, l'autre 5%. Quel est celui qui a raison? C'est évidemment l'Agence internationale de l'énergie, qui sont des gens sérieux, ils savent quels sont les projets de tous les pays. Ils ont 250 ingénieurs, techniciens qui sont à Paris, d'ailleurs, le siège est à Paris, et ils publient des rapports sur toutes les parties du monde, et on sait ce qui va se passer, parce que c'est des projets à long terme. Quand on construit une centrale, elle va fonctionner 40, 50, 60 ans. Donc, ça ne va pas s'inventer. Puis on sait très bien que le pétrole, on ne va pas s'arrêter du jour au lendemain de consommer du pétrole. Le pétrole, c'est une des sources du CO2. Donc, on a des déclarations du GIEC qui sont des mensonges absolus. Parce que, on ne peut pas appeler ça autrement, quand on vous dit que ça va être 80% et que le rapport sérieux vous disait 5%, c'est un mensonge. Ce qui est absolument extravagant, c'est que le GIEC vous dit, mais ça, ce sont les conclusions de 1285 experts, dont on donne le nom. Donc, on dit, mais comment se fait-il que ces 1285 personnes aient pu arriver à cette conclusion? Ils ne sont pas du tout arrivés à cette conclusion. Cette conclusion, c'est ce qu'a dit le GIEC, qui a trouvé un scénario qui aboutissait à 80%. Il n'a parlé que de ce scénario-là. Il y en a 164 autres, dont on n'a pas du tout parlé. Et ce scénario, mais qu'est-ce qui a fait ce scénario? Alors là, c'est amusant parce qu'on le sait. Il suffit d'aller sur Internet. C'est un Allemand qui s'appelle M. Teske. M. Teske, vous tapez Teske. Il est coordinateur international de Greenpeace. Donc, le seul scénario cité par le GIEC est l'émanation d'un représentant de Greenpeace. Pas par hasard. Hein. Je ne pense pas que ce soit tout à fait par hasard. Et quand on va plus loin, on s'aperçoit qu'il est payé par le lobby de l'industrie photovoltaïque. Donc, le seul scénario, c'est mis en avant par le GIEC, est l'œuvre de quelqu'un, mais qui ne le nie pas. Il y a toutes ces déclarations que je reprends dans mon bouquin, et qui est représentant officiel de Greenpeace, payé par le lobby des énergies photovoltaïques, et qui vous déclare que 80% de l'énergie de la planète pourra être fournie par les énergies qui en plus sont intermittentes. Alors on se demande vraiment comment on pourrait avoir 80%. L'ADEME fait mieux, elle dit pour la France 100%. Et pour la France 100%. Alors, comment est-ce possible? Et c'est très intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe pour le climat. Mais c'est qu'il y a bien eu 1285 experts qui ont travaillé. Mais c'est des experts pas du tout de synthèse. Il y en a qui sont spécialistes, des panneaux photovoltaïques, d'autres des barrages, d'autres, je ne sais pas quoi, de la photosynthèse. Ils ont chacun fait une page ou 2. Et puis, c'est pas eux qui ont fait la synthèse. La synthèse, elle est faite par le bureau du GIEC. C'est exactement ce qui s'est passé pour le climat. Vous lisez partout que si on ne fait rien, la température de la planète va augmenter de 6 degrés. Eh bien, c'est ce que disait un scénario sur, cette fois-ci, je n'ai pas le chiffre exact, je crois, 245, quand la première fois, on a parlé des 6 degrés. Tous les autres scénarios disaient des choses différentes. Il y en a beaucoup qui disaient 1 degré. Il y en a qui disaient ça n'allait pas monter, mais ça, on n'en a jamais parlé. Donc, on a affaire à une entreprise de désinformation parfaitement, je vais dire professionnellement organisée. Le plus étonnant, alors ça c'est une considération personnelle, c'est comment se fait-il que les 1285 personnes dont le nom est sur le rapport du GIEC qui dit que 80% de l'énergie pourrait être fournie par les énergies renouvelables n'aient rien dit. Alors,
il y en a quelques-uns, quelquefois, qui protestent. On leur dit, monsieur, vous démissionnez, vous partez. On a une liste, pas mal de gens qui ont dit, mais c'est pas possible. Enfin, vous racontez n'importe quoi. Bon, monsieur, vous démissionnez, vous n'êtes plus expert du GIEC. Vous n'allez quand même pas contredire 1284 de vos collègues, qui sont tous d'accord. Donc, voilà comment ça fonctionne. Alors ça s'appelle du totalitarisme. Rémi Prudhomme a bien fait de le rappeler. Il faut avoir la science avec soi. Bon, le communisme, le nazisme, enfin, tous les ismes ont toujours dit, mais on fait ça pour le bien de l'humanité. Ce sont les lendemains qui chantent. Enfin, il y avait beaucoup. Et puis les boucs émissaires, je n'ai pas besoin de vous dire. Bon, c'est exactement la même chose. Mais on a donc quelque chose qui est tout à fait étonnant. Et je vais achever de parler sur la dernière partie de mon bouquin, qui est un étonnement qui va un peu plus loin. Parce que ce que le GIEC a dit est repris mot pour mot par tous les organismes internationaux. Pas l'Agence internationale de l'énergie, encore que. On peut en parler. Mais la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la FAO, l'organisme qui est chargé de lutter contre la faim dans le monde, l'OCDE, enfin, on peut les citer tous. Ils reprennent mot pour mot ce que dit le GIEC. On sait que la température va monter de 6 degrés, on sait qu'il faut réduire les émissions, et puis, alors, on sait que les ours blancs disparaissent. Bon, tout le monde en est convaincu, il faut savoir que vous allez sur Internet et vous verrez qu'on vient d'ouvrir la chasse aux ours blancs parce qu'il y en a trop. Mais on vous explique qu'ils disparaissent. Et puis la montée de la mer, c'est exactement la même chose. On vous dit que la mer monte. Alors, moi, je dirais que pour moi, ça a été l'élément révélateur. Quand j'ai vu les rapports du GIEC, parce que je les ai regardés, et oui, la mer monte. Et j'ai regardé de 2 à 3 mm par an. J'ai dit, je me suis trompé. Il y a une faute de frappe. Enfin, 2 à 3 mm par an, en 10 ans, ça fait ça. On ne va quand même pas nous dire qu'il y a des pays qui vont être rayés de la carte parce qu'il y a une vaguelette. Enfin, ça n'a aucun sens. Et si, eh bien, tout le monde vous reprend, et les plus hautes autorités, puisque l'encyclique du pape reprend le fait qu'il y a des pays qui vont être rayés de la carte, qu'il va y avoir des centaines de millions de réfugiés climatiques qui ne pourront plus vivre. Alors, là, c'est vraiment un thème de réflexion, c'est la conclusion d'ailleurs de mon livre. Comment arriver à ramener un peu de bon sens dans tout ça, et un peu de vérité, parce que tout ça, c'est des mensonges en réalité. Pour contre, il y a un organisme donc, que je n'ai pas mentionné, mais qui évidemment est fondamental, c'est les Nations Unies. Parce qu'au-dessus de tout ça, vous avez les Nations Unies. Le GIEC est une émanation des Nations Unies. Et pour les Nations Unies, c'est une raison d'être. Vous êtes responsable des Nations Unies, qu'est-ce que vous allez faire? Sauver la planète. Donc M. Ban Ki-moon, c'est l'une, peut-être même sa principale raison d'être. La raison d'être des Nations Unies. Donc bien entendu, ils ne vont pas vous dire qu'il n'y a pas de problème. Alors, comment faire pour arriver à sortir de cette situation qui est bloquée depuis au moins 25 ans? Parce que là, bon, il y a un certain nombre de gens qui probablement sont convaincus par l'évidence, parce que dit le professeur Rémi Prudhomme, moi, et par des centaines d'autres. Mais ça ne sert à rien. Il faut bien voir que rien n'a bougé. Vous prenez les déclarations d'aujourd'hui et celles d'il y a 25 ans, vous ne pouvez pas savoir quelles sont celles qui datent d'aujourd'hui et celles qui datent de 25 ans. Ce sont les mêmes. Comment sortir de ça? Alors, une suggestion que je formule, on peut toujours formuler des suggestions, c'est que la vérité ne peut venir que d'un organisme qui a une légitimité. Quels sont les organismes qui ont une légitimité à parler? Les grands organismes internationaux. Donc, il faudrait, entre guillemets, que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, enfin, les organismes qui ont pignon sur rue, se penchent sur le dossier et appliquent le premier précepte de Descartes. Alors, je pense que vous connaissez tous le premier précepte de Descartes, mais si vous ne le connaissez pas, je peux le rappeler. Grosso modo, c'est il faut ne croire que ce qu'on a vérifié soi-même. Bon, je dirais que je résume un peu, mais c'est, alors la phrase exacte, je la cite, mais grosso modo, c'est il ne faut pas croire ce qu'on vous raconte, il faut aller vérifier. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Aucun de ces organismes n'a vérifié ce que disait le GIEC. Donc, l'espoir qu'on peut formuler, dans la version américaine, parce que nos 2 livres sont en train d'être traduits et vont être disponibles en anglais, ce qui me paraît une bonne chose. Je cite nommément Mme Lagarde. Mme Lagarde est quand
même présidente du Fonds monétaire international, et elle n'a pas le temps d'aller regarder les rapports du GIEC. Il n'y a aucun doute possible. Donc je suis sûr qu'elle répète ce que disent ses services. Ce que disent ses services est hallucinant. Les services, les rapports du Fonds monétaire international, c'est les pires de tous. Ils vous disent que les énergies fossiles sont subventionnées à hauteur de 6 000 milliards de dollars par an, c'est-à-dire trois fois le PIB de la France, aux subventions qui n'existent pas. Et puis, ils en déduisent qu'il faut tripler le prix du carburant. Enfin, bon, c'est absolument du délire. Ceci ne repose sur rien. C'est pourtant sous le timbre du Fonds monétaire international. Sous le timbre de la Banque mondiale, vous avez à peu près l'équivalent. Et donc, tant que ces organismes ne commenceront pas à se poser la question, mais après tout, on est de bonne foi, mais est-ce que c'est vrai ce qu'on nous raconte? Et alors là, il ne faut pas longtemps, hein. Il faut simplement se poser la question et on arrive très vite à la conclusion que ce n'est pas vrai. Hein, encore une fois, les ours blancs ne disparaissent pas. Je me souviens que les cyclones sont en une période extrêmement basse en ce moment. Hein, on a tous entendu parler de Katrina, le cyclone qui a ravagé la Nouvelle-Orléans il y a 10 ans. Et si vous reprenez les déclarations, tout le monde vous disait ce n'est que le début. Citez-moi un autre cyclone qui a ravagé les États-Unis depuis 10 ans. Il n'y en a jamais eu aussi peu. Bon, donc ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Donc voilà, si vous voulez, un peu le résumé de ce livre, mais qui renverse complètement, je dirais, la charge de la preuve, puisque c'est un livre qui dit ce que vous êtes en train de demander aux pays en voie de développement est criminel. C'est ce qui se passe. Donc, on verra. Alors, si, un mot, puisque j'évoquais la traduction américaine, il faut savoir que s'il y a un pays où les choses peuvent évoluer, ce sont les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, l'opinion n'est pas du tout unanime comme ce que nous avons vu en France. Et c'est devenu, sans que nous y soyons pour quelque chose, une opposition démocrate-républicain. Autrement dit, les démocrates, avec Obama, croient ou font semblant de croire la doctrine officielle, les républicains disent le réchauffement climatique. Ce n'est pas vrai. En plus, depuis 20 ans, ça ne se réchauffe plus. Les événements leur donnent raison. Et donc, il y a une opposition très très forte aux États-Unis aux thèses officielles, opposition dont le sondage de l'IFOP nous a montré qu'elle existait pas en France. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour...